Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à Agnès d'avoir déblayé le terrain de beaucoup de choses que je n'aurais pas à dire ou redire. C'était un peu, si je veux utiliser une image musicale, la présentation majeure. Et moi, je vais vous proposer une présentation mineure ou en mode mineur. En choisissant une porte d'entrée qui ne saute pas aux yeux, qui n'est pas intuitive, disons, quand on lit le roman, mais qui m'a été suggérée d'une discussion que j'ai eue avec une étudiante qui se reconnaîtra. Voilà. Et de fait, lire le roman à travers le prisme des animaux, ça va nous amener évidemment à des conclusions pas très éloignées de celles d'Agnès, mais par d'autres chemins. Alors, je vous propose, sans prétendre du tout être exhaustif, faire un petit peu un relevé de cette présence animale dans le roman. On a, je dirais, des présences un peu anecdotiques, mais que je crois bon de signaler, de références aux animaux, soit pour insulter les gens, les traiter de pitbull, par exemple. Euh, ou alors, évidemment, des animaux perçus comme nuisibles ou qui font peur ou dangereux. Ce sont les moustiques qui dérangent beaucoup Ludovic à certains moments, les insectes, une myriade d'insectes, et puis ce serpent qu'a signalé Agnès, qui va servir à tuer quelqu'un qui n'était pas destiné à être assassiné, cet écrivain français. Mais c'est intéressant de rappeler que ce serpent, en fait, il est élevé par un ancien allemand de l'Est, transfuge, qui s'est installé en Angola et qui s'est absolument passionné pour ces animaux et qui hésite beaucoup à confier à, un de ces spécimens à Monte en disant mais mes serpents, ce n'est pas des armes. Hein. Et pourtant, c'est un peu la destination que propose donc Monte. Donc voilà pour, disons, le volet un peu négatif, mais c'est évidemment pas le plus important. Ce ce qu'on peut signaler aussi sont des animaux qui sont en arrière-plan. Les oiseaux, enfin, les oiseaux au sens général, on va voir qu'il y a certains oiseaux en particulier qui ont un rôle bien précis, mais les grenouilles, hein, c'est-à-dire ces animaux qu'on entend ou qu'on n'entend plus, comme un signe de désertification et d'appauvrissement de la région, des environs. Voilà, je cite par exemple A cidade adormecendo, donc la ville s'endormant, et les oiseaux, os pássaros, como vagas, e as vagas como aves. Donc les oiseaux comme des vagues et les vagues comme des oiseaux. Voilà, et puis à d'autres moments, donc, comme je disais, les crapauds, les grenouilles qui croissent ou pas, selon l'évolution de la société. On a aussi évidemment les animaux domestiques. Alors là, on se rapproche un petit peu de cet appartement dans
lequel s'est enfermé Ludo sont les poules, par exemple. Il y a les habitants de l'immeuble signalé par Agnès qui élèvent des poules, et ça va donner lieu à un petit épisode assez cocasse où Ludo, affamé, a l'idée de capturer d'abord un coq pour le manger grâce à un petit lasso qu'elle confectionne. Et puis elle se ravise, elle se dit, mais si je capturais aussi une poule, je pourrais commencer un petit élevage et ça m'assurera une survie un petit peu plus longue. Donc elle capture la poule. Le problème, c'est que la poule se défend, se débat, ça alerte les voisins, et en même temps, en explorant la scène du crime, en quelque sorte, il ne trouve rien, puisque cette Ludo s'est emmurée, et donc il n'y a aucune trace, et du coup, on crie à la magie, au sortilège, et on a un de ces autres épisodes, Agnès en a signalé un, de cette présence que je qualifierais d'un faux merveilleux, hein, d'un merveilleux qui finit par trouver son explication à un moment de l'histoire. J'y reviendrai. Donc voilà, on a ces poules. On a aussi ça c'est intéressant, des animaux qui ont une valeur métaphorique ou symbolique. Et là, je pense à des animaux qui ne sont pas encore très spécifiés dans le livre, comme les fourmis ou les abeilles, dans la mesure où ça met en image la question du rapport de l'individu et de la société. Finalement, il n'y a pas une abeille, mais il y a un élément d'une société abeille. Il n'y a pas une fourmi, mais un élément d'une société fourmi. Sur un autre mode, on a aussi les bovins. C'est-à-dire ces animaux élevés par les couvals, qui apparaissent à quelques moments du récit et qui vont finir par mourir en partie, en tout cas une partie du bétail succombe à la sécheresse, et puis sont objets de disputes. Et là, ce qui est intéressant, c'est le fait que finalement, un personnage va dire, mais ces bovins, c'est pas simplement des, des animaux qu'on élève pour manger, pour vendre. Non. Ces bovins, en fait, ils font partie de cette société couvale. Ils ont, ces autochtones ont besoin de les entendre. Et donc, ça fait partie de la société. C'est en quelque sorte un élément identitaire beaucoup plus que un animal domestique pour le rapport qu'il pourrait rendre aux éleveurs. Toujours dans ce registre un peu métaphorique, un peu imagé, on a le gecko de lézard, Rosg, que voit Jérémie Carrasco. Carrasco, c'est le bourreau, hein, donc c'est un surnom qui a été incorporé à son nom finalement dans le récit. En fait, il voit
ce gecko après avoir été fusillé. Et là, il se demande s'il est mort ou s'il est vivant, s'il voit un gecko ou si ce gecko représente Dieu. Et donc, on voit aussi que les animaux, finalement, incarnent ou représentent le peuple, un peuple un peu maltraité, subalterne, et qui finalement est un peu à l'image de ce, ce peuple imaginé, idéal, qui se dessine dans le roman. C'est tout sauf les puissants, ceux qui ont du pouvoir, qui se l'attribuent. Voilà. Alors j'en viens à des animaux qui ont un statut particulier dans le livre, puisqu'ils reçoivent un nom. On a, pour l'essentiel, 5 personnages animaux, comme ça. Alors, on a par exemple un hippopotame nain qui s'appelle Fofo, c'est-à-dire tout doux, tout gentil, tout douillet, tout mignon, et qui est produit dans une espèce de numéro de cirque. Là aussi, c'est intéressant parce que on a un autre exemple de faux merveilleux, puisque cet hippopotame est censé parler et chanter, hein, parler, chanter, danser. Alors bon, il a sans doute quelques sens du rythme, mais pour ce qui est de parler et de chanter, c'est surtout son montreur qui, par quelques subterfuges, par un exercice un peu de ventriloquisme, prétend qu'il parle et qu'il chante. Voilà. Donc là encore, un autre épisode d'un merveilleux dégonflé, je dirais, par le récit et le commentaire. Je citerai aussi le rat, hein, que domestique donc Pekan Sorb, qui est un des personnages importants du roman, et à qui il donne un nom. Hein. Donc, Pekan Sorb est emprisonné, c'est un de ces divers moments d'emprisonnement. Et en fait, il tient le coup, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort et qui, mis au cachot, cohabitant avec des rats, finit par en adopter un, en quelque sorte, qu'il appelle Splendeur, Esplendor. Voilà. Et qui ne va plus le quitter jusqu'au moment où, lors d'un interrogatoire, Monch précisément va s'agacer de cette façon qu'a Pekan Sorb de tenir tête, de ne jamais se soumettre, de ne jamais se plier, et il va montrer son pouvoir en quelque sorte et déverser sa colère sur le rat qui le piétine et qui le tue. Voilà. Donc là, on a un moment, et là, en découle un abattement de Pekan Sorb. Il a réussi, Monk a réussi à briser finalement par le crime des crimes, un crime purement gratuit en l'occurrence, et le crime d'un faible d'une certaine façon, puisqu'il s'en prend au rat et non pas à l'homme. Donc là encore, le rat, dans un rôle
inversé ou d'animal un peu répugnant, il devient animal complice. Il y a le singe, évidemment, le singe qui apparaît à travers les branches, enfin, par les branches de la moulin que citait Agnès à l'eau de son 11e étage. Et donc, elle observe. Et alors, ce singe, comme d'ailleurs le chien dont je vais parler bientôt, sont des animaux qui indiquent, qui préfigurent les moments de trouble, qui donnent, non pas de façon langagière évidemment, hein, ce ne sont pas des animaux qui parlent, mais ce sont des animaux qui bougent, qui réagissent, qui aboient pour le chien quand il y a des signes de mécontentement, d'irritation. Et le singe est particulièrement agité, précisément le jour du 27 mai 1977, qui est en fait une date tournant du roman, un épisode tournant, qui est d'ailleurs qui donne le titre à un chapitre, mais de façon assez discrète, 27 mai, et on n'a pas la date, mais il est très facile évidemment de retrouver cet épisode qui est assez confus en fait. Agnès parlait d'une tentative de coup d'État, c'est du moins ce qu'a utilisé comme argument le régime pour lancer une répression contre les éléments, disons, les plus radicaux de la jeune révolution. Donc, c'était des membres du MPLA qui ont été persécutés et massacrés ce jour-là et pendant les semaines suivantes. Et pendant longtemps, il y a eu un déni de massacre. On parle de plusieurs dizaines de milliers de morts. Hein. L'estimation varie entre 15 000 pour des estimations officielles à près de 60 000 pour les estimations les plus élevées. Bon, si on est dans une fourchette moyenne, on va parler d'une trentaine de mille, mais on n'a pas, enfin, je pense, ni Agnès ni moi, les données suffisantes pour préciser ces chiffres, mais on voit bien l'ampleur de la chose et c'est un délit qui a fini par être levé très récemment, en fait, après plusieurs dizaines d'années de silence et d'enfouissement. Bon. Ce singe, il a le nom de Che Guevara, enfin, c'est comme ça que l'appelle Ludo. Je ne crois pas qu'il faille pour autant y lire une ironie à l'égard des Cubains, même si par ailleurs les Cubains qui apparaissent dans le roman ne sont pas en odeur de sainteté, disons. Mais Che Guevara est une figure un peu latérale, finalement, de ce que peut incarner le rôle de Cuba en Angola, en soutien au MPLA. Voilà, c'est surtout par son côté un peu facétieux, ironique, trotskiste, rebelle, dit le texte, et uma altivez de rei qui perdait au reino et à coroa. Hein. Donc, c'est un roi qui a perdu son royaume et sa couronne, ce singe. Mais que Ludo, poussé par la faim, va finir par tuer. Donc, on a un rapport assez ambivalent à cet animal. Et puis, j'en viens aux deux animaux très importants dans le roman. Un pigeon, un maure,
donc amour, et, et le chien fantôme, fantasme. Euh, ces animaux, évidemment le chien donné par le beau-frère de Ludo, euh, jeune berger allemand albinos, d'où son nom de fantôme que lui donne Ludo. C'est un chien de compagnie, c'est celui qui va être son interlocuteur aussi pendant toute cette période de claustration. Amour, le pigeon, c'est celui finalement qui va relier, qui va contribuer à mettre en relation des personnages qui avaient perdu tout lien. Hein. Et c'est d'ailleurs par le chien que Do va prêter attention au pigeon, puisque le chien attrape d'abord un pigeon qui saigne. Elle va se mettre à capturer des pigeons, et le dernier pigeon qu'elle va capturer, finalement, c'est cet amour qui est bagué, qui est un pigeon voyageur, et qui, alors, on raconte toute son histoire un peu plus loin dans le livre, vers la fin. Il a été utilisé par la femme de Monch pour le retrouver. Et le pigeon va avaler des diamants et permettre à Pequeno Sob, comme ça, de constituer une première petite fortune, ce qui le lance dans les affaires. Le chien, alors bon, il y a d'autres pigeons, mais je vais pas rentrer dans les détails, puisqu'il y a un élevage de pigeons voyageurs, mais c'est surtout Amour qui compte et qui nous intéresse. Le chien, lui, a une place tout à fait privilégiée. Il va, alors bon, il est évidemment le compagnon, celui à qui Ludo parle, c'est celui qui casse le téléphone dans l'histoire et qui coupe un des derniers liens avec le monde. Le seul lien qui restera à Ludo, c'est la fenêtre. Et d'ailleurs, on voit que chaque chapitre s'ouvre par une petite fenêtre, un petit icône de fenêtre. Hein. Donc, le chien est pas seulement un compagnon, c'est un auxiliaire, si on le reprend de la terminologie propre, qui pourrait être très utile ici pour analyser le livre. Et il va aussi y avoir des relations parfois tendues, de rivalité quand la faim se fait sentir. Ludo d'abord partage ses aliments, un morceau de poulet rôti, les boîtes de conserve, etc. Mais dans des situations très tendues, on voit qu'elle est à deux doigts d'utiliser le couteau qui lui a servi à tuer, par exemple, le singe. Ce qu'elle ne fait pas, il va mourir de mort, disons, naturelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer les moments où Ludo se met à mordre et aboyer comme un chien, ou aussi le chien qui donc s'appelle Fantôme et qui, après sa mort, devient comme une présence fantomatique.
donc d'un surnom, disons, reçu à cause de sa blancheur. Il finit par incarner, si on peut dire, un fantôme. Voilà. Alors, j'en viens très rapidement à ce qu'on peut tirer de tout ça, finalement. Pas seulement une présence quand même assez massive, mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette lecture entrée par la porte des animaux? D'abord, je crois ce côté fable, finalement, de cette histoire. Agnès a mis à plat toutes les clés historiques, mais il y a aussi quelque chose qui nous... Enfin, en fait, il y a beaucoup de styles et de genres, pas seulement ceux affiché par un Wallouz, le poème, la page de journal, de récit, etc. Mais la lettre, mais aussi un va-et-vient entre ce qui relève du feuilleton populaire, du romanesque, avec ses coups de théâtre, avec ses péripéties, avec ses rebondissements, les personnages qui meurent mais finalement sont vivants. Et puis, il y a toute cette déclinaison de personnages en quelque sorte emmurés. Évidemment, Ludo est le personnage central, mais Pequeno Sorba, emprisonné, est un personnage emmuré à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, quand il sort de la prison grâce à une complicité, il sort dans un cercueil. Et Et on a aussi des personnages qui sont autrement emmurés dans leur parcours. Par exemple, Jérémie est aussi, d'une certaine façon, un personnage emmuré. Donc, il y a cette dimension-là, il y a la dimension du fantôme. Je vous invite à relever les mentions du terme fantôme autre que celle du nom du chien. Et on en a plusieurs de façon très intéressante. On a aussi le terme spectre et spectre, les apparitions, hein, ce qui nous place, je parlais tout à l'heure de faux merveilleux, mais quand même dans ce récit très ambigu ou très ambivalent, hein, avec de temps en temps un agualouz qui passe par-dessus l'épaule de son narrateur pour nous faire des petits topos historiques, des petits rappels. La citation sur la prison de San Paulo, par exemple, est tout à fait caractéristique dans celle qu'elle traite Agnès, d'un chapitre où on voit Pequeno Sorbe en prison, et d'abord on est dans le point de vue de Pequeno Sorbe, puis tout à coup on a une considération qui ne peut pas être le regard de Pequeno Sorbe, très général sur qui se trouvait dans cette prison finalement. Voilà. Il est question de miroir hanté, d'un bâtiment hanté, puisque il y a des manifestations incompréhensibles dans ce bâtiment des enviés ou des jalousés, comme on veut. Bon, voilà. Donc il y a toute cette dimension un peu fabuleuse, je dirais ce double fond finalement de l'histoire, et qui amène évidemment aux questions que soulevait Agnès à la fin de son intervention, c'est-à-dire la question de l'oubli. En fait, il y a une position, enfin, il y a, disons, différentes voies contradictoires sur la question de l'oubli, comme tu l'as montré, Agnès. Ceux qui cherchent à se faire oublier, ces événements qu'on cache,
et dont on organise l'oubli, etc. Et puis ce projet d'écriture de Laude sur la théorie générale de l'oubli, qui, évidemment, est le titre. Voilà. Et cette question de l'oubli, elle est, là aussi, comme l'a dit Agnès, associée à, je terminerai là-dessus, bon, la question de la disparition aussi, qui est associée à la question d'un récit national. Il y a évidemment une proposition avec des esquives, mais une proposition de métarécit dans ce roman. Hein. Une façon de parler d'un Angola réconcilié, hein, qui serait capable d'oublier certaines choses et de se souvenir d'autres choses. Je rappelle le début de cette célèbre conférence de Renan sur Qu'est-ce qu'une nation, hein, que vous trouvez sur Internet, c'est très facile, de 1882. L'oubli, voilà comment ça commence, l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Et c'est ainsi que le progrès des études historiques met souvent la nationalité en danger. Voilà, je vous invite à lire cette conférence parce que je pense qu'elle peut aider aussi à penser cette question de l'écriture, de la possibilité d'une écriture d'un récit national. Voilà, et je voudrais conclure un petit peu dans le sens de ce que disait Agnès tout à l'heure, à savoir que finalement, par cet accès des animaux, on peut se dire que la fable est la réalité. Merci.